Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка. Notre Parti communiste révolutionnaire de France, il a été chargé de faire une intervention sur l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelles furent les causes de la victoire de l'armée rouge? Les camarades grecs l'ont abordé. La première est à chercher dans la victoire de la révolution prolétarienne d'octobre 17, puis dans l'édification du socialisme en URSS, liquidant l'exploitation de classe et l'oppression nationale. Donc, notre parti va essayer de voir comment ces causes se traduisent dans la politique de défense de l'URSS avec son armée rouge et les victoires militaires qui ont battu le fascisme. Avec la socialisation de l'économie, la dictature du prolétariat prouve aux yeux du monde entier que la classe ouvrière peut gouverner contre le capital et seul le capital. Les succès du socialisme renforcent la volonté des cercles impérialistes d'en finir avec le seul État socialiste du monde. Tout d'abord, les monopolistes fondent de gros espoirs sur l'unification des opposants au PCB-US. De droite, avec Boukharine, qui s'opposa au programme d'industrialisation et de collectivisation et prônait l'économie de marché, et de gauche, avec Trotsky, qui refusait de reconnaître la possibilité de construire le socialisme dans un seul pays. Les complots échouèrent. Le parti bolchevique maintenait le cap. Le fascisme allemand était aux avant-postes de la croisade anti-bolchevique et de la stratégie impérialiste visant à détruire le socialisme. Les fascistes d'Hitler orientèrent toute l'économie nationale vers la préparation de la guerre. Surarmement, constitution de stock, priorité absolue aux dépenses militaires, propagande chauvine sur l'espace vital, pour justifier la politique expansionniste de conquête. L'URSS, au contraire, se fait la championne de la sécurité du droit des peuples, à disposer d'eux-mêmes. Ainsi, l'Union soviétique défendit résolument le droit du peuple éthiopien, agressé par l'Italie fasciste. Ce fut après la guerre civile déclenchée par les fascistes espagnols, dirigés par Franco, le soutien multiforme à la jeune République démocratique d'Espagne. Nos camarades du Parti communiste des travailleurs d'Espagne l'ont abordé, y compris par l'envoi de vivres, d'armes, le transfert en URSS des orphelins et des combattants. La politique de non-intervention de la France et de l'Angleterre traduisait la crainte de leur bourgeoisie face à leurs rivaux et concurrents allemands, italiens, et surtout l'appel implicite et concret, avec des mesures d'apaisement, à ce que le nazisme s'oriente tout de suite dans l'agression contre l'Union soviétique. Les dirigeants du PCB-US de l'État flairaient le piège et, devant l'opinion publique internationale, proposaient une politique de sécurité collective, notamment après l'Anschluss de l'Autriche, et appelaient à un pacte commun pour sauver la Tchécoslovaquie. Les dirigeants français et britanniques préférèrent signer les accords de Munich, de triste mémoire, et ainsi livrèrent leurs alliés tchèques aux visées annexionnistes des fascistes italiens. Le secrétaire général du PCB-US, Staline, définissait ainsi les objectifs de l'URSS début 1939. 1. Consolider la paix. 2. Promouvoir des relations pacifiques avec tous les États voisins. 3. Soutenir les peuples victimes d'agressions. Défendre l'indépendance nationale des États menacés. 4. Consolider et développer l'armée rouge, des ouvriers et paysans, être prêts à riposter à tout agresseur. Cette année-là, il apparaît évident que la politique d'apaisement des anglo-français est vouée à l'échec. L'URSS réitère sa volonté d'aboutir rapidement à un pacte de sécurité collective avec la France, la Grande-Bretagne et la Pologne, clairement visés par les appétits rapaces des fascistes allemands. Jamais ces États ne prirent au sérieux les propositions soviétiques, désireux qu'étaient ces pays de voir les nazis s'attaquer à l'URSS. Dès lors, pour éviter la guerre, ou plutôt pour gagner du temps, la direction de l'État soviétique n'eut d'autres ressources que de signer un pacte de non-agression avec l'État allemand. Ce pacte permit dans une large mesure, durant 18 mois, de renforcer les défenses militaires de l'Union soviétique, patrie du mouvement ouvrier international, d'écarter provisoirement la menace d'agression de l'armée fasciste. Répit qui jouera un rôle dans la première défaite de la Wehrmacht lors de la bataille de Moscou. Entre 1939 et 1941, l'armée rouge reçut 92 578 pièces d'artillerie,
17 745 avions de combat, 7 000 chars. La construction d'usines loin des frontières et même de gigantesques manœuvres d'entraînement dans la zone orientale de l'URSS eurent lieu. Maréchal Zhukov écrit dans ses mémoires: les mesures prises de 1939 à 1941 ont créé les conditions requises pour obtenir rapidement, au cours de la guerre, la supériorité quantitative et qualitative sur l'armée allemande. En effet, dès 1941, la production industrielle soviétique rejoignait celle de l'Allemagne. Et dès 1942, la production industrielle soviétique la dépassait. Pourtant, l'URSS continua de répondre aux besoins sociaux et culturels croissants. Les assurances sociales, santé, retraite par exemple, qui étaient à la charge de l'État et concernaient tous les travailleurs, sont passées à montant de milliards d'euros du second quinquennat 1933-1937 de 32,1 milliards à 79,1 milliards au troisième quinquennat. Le 22 juin 1941, l'Allemagne fasciste violait le pacte de non-agression et sans déclaration de guerre. 170 divisions de la Wehrmacht, soit 6 millions d'hommes, envahissaient, bombardaient l'URSS. L'occupation de la quasi-totalité des États d'Europe, leur vassalisation et la complicité des bourgeoisies collaboratrices avaient déjà en partie modifié le contenu de classe du conflit. L'URSS conduisait une guerre juste de libération. Dès lors, l'issue de l'humanité était liée à l'issue du combat de l'armée rouge. Quelles sont les conditions du rapport de force en 1941 ? L'état-major de la Wehrmacht misait sur une guerre éclair, blitzkrieg, qui lui avait permis de faire capituler les autres États du continent européen. Les atouts du fascisme allemand n'étaient pas minces. Économie de guerre mise en place dès l'avènement d'Hitler orientait l'ensemble des activités économiques vers le secteur militariste. Et l'expérience acquise sur les champs de bataille, les troupes fanatisées par le mythe de la race supérieure, les peuples vaincus étant voués à l'esclavage. Enfin, le pillage de l'ensemble des ressources économiques des pays occupés par le Reich. L'URSS, dans les années 30, en raison du caractère pacifique du régime socialiste, ne pouvait suivre la même voie de développement. Il fallait industrialiser le pays, construire des barrages, des centrales électriques, développer l'industrie et satisfaire en même temps les besoins populaires croissants sans relâcher l'effort de défense. La guerre pour la défense de la patrie socialiste, la défense active, les premières semaines du conflit furent difficiles pour l'armée rouge et furent celles de la défense active. Les troupes fascistes ont pénétré sur plusieurs centaines de kilomètres. L'Ukraine est occupée, Leningrad, Moscou sont menacés. Les exécutions massives de civils et de tous les communistes en zone occupée, le génocide des juifs soviétiques, les Einsatzgruppen, soulignent le caractère barbare et extrémiste du fascisme allemand. Les soviétiques et son armée rouge savaient qu'ils seraient les prochaines victimes de la politique impérialiste de l'Allemagne. Les preuves d'un rassemblement des forces allemandes issues des opérations de reconnaissance à la frontière soviétique étaient trop grosses pour être ignorées. L'URSS accélère les préparatifs de l'armée rouge en 1941. En mai-juin, à peine de 800 000 réservistes. Mi-mai, 28 divisions furent transférées vers les districts orientaux de l'URSS. Juin, 38 500 hommes furent envoyés dans les récentes frontières fortifiées. On se souviendra par exemple de la lutte acharnée des défenseurs soviétiques sur Brest-Litovsk durant 29 jours. Du 12 au 15 juin, ces districts reçurent l'ordre de déplacer les troupes à la frontière. Le 19 juin, le QG de district eut l'ordre de se déplacer vers les nouveaux postes de commandement, des ordres de camouflage, etc. Dans la nuit du 21 au 22 juin, ces forces furent mises en état d'alerte et averties d'une attaque surprise potentielle côté allemand. Le gouvernement soviétique n'a pas ordonné la mobilisation générale bien auparavant, afin de ne pas donner un prétexte à une attaque prématurée de l'Allemagne. Les généraux soviétiques avaient bien observé les victoires allemandes du Blitzkrieg sur la Pologne et la France. Ils avaient vu l'efficacité des attaques massives des blindés couplées avec les assauts des Stuka et les manœuvres d'encerclement massif des blindés, la mobilité générale des forces de la Wehrmacht.
Les soviétiques tablaient sur une paix jusqu'en 1942, c'est-à-dire jusqu'au moment où les préparatifs de guerre et les moyens de défense devaient être achevés. Durant l'opération Barbarossa, non seulement la défense soviétique a confirmé sa valeur, en freinant les troupes allemandes, en lui interdisant l'occupation de Moscou et de Leningrad, et contre un Barbarossa qui était pourvu de 3 millions de soldats allemands, en plus de tous les soldats alliés. Dès le 22 juin 1941, fut créé le comité d'État pour la défense, la Stavka, composé de Staline, Timochenko, Zhukov, Molotov, Voroshilov, Loudeni, Kuznetsov. La Stavka sera l'organe général qui dirigea le pays en guerre durant la durée des hostilités. Si les troupes allemandes n'avaient pas d'équipement divers, ce n'est pas parce qu'elles croyaient, c'est parce qu'elles croyaient en leur victoire dans les 6 à 8 semaines. C'est ce que pensaient aussi les états-majors britanniques et US. Dans le même temps, avec un courage héroïque, le peuple soviétique à l'arrière démontait les usines, rapatriait le maximum de matériel, de cheptels, etc. L'arrière était appelé le front de l'arrière. La tâche principale de l'armée rouge était de contenir la Blitzkrieg, d'assurer des contre-attaques dès que la situation le permet. Fidélité aux enseignements de Lénine, tout le pays est conçu comme un front unique. La formation de partisans dans les zones occupées, organisant le sabotage, le rôle des commissaires politico-militaires pour éduquer dans le patriotisme socialiste, l'instruction des réserves à l'arrière, la mobilisation des femmes, des hommes et des anciens dans les usines pour produire les armes qui permettront de vaincre la mobilisation des jeunesses communistes. Leningrad est encerclé, victime d'un blocus qui durera 900 jours. Et l'héroïsme des habitants de la cité de l'insurrection d'octobre 17 est sans limite. C'était donc sans compter sur la détermination des dirigeants du parti, de l'État, des forces armées, sans l'héroïsme des travailleurs. Staline a arpenté les rues de Moscou pour galvaniser les défenseurs de la capitale. Quelle comparaison avec les dirigeants bourgeois français de la Troisième République, qui dès l'offensive allemande se réfugièrent à Bordeaux. Quel symbole plus édifiant que le défilé des troupes devant le mausolée de Lénine et l'allocation de Staline, à portée des tirs d'artillerie de la Wehrmacht. Conclut par ces mots que le drapeau du grand Lénine vous rallie. La bataille de Moscou allait signifier la première défaite de l'armée fasciste. 500 000 pertes en morts. Des milliers de chars et de pièces d'artillerie détruites. La contre-offensive pouvait commencer. De la fin 1942 à la fin 1943, la bataille de Stalingrad est celle du tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir pris la supériorité au cours de combats acharnés, l'armée soviétique lança une puissante contre-offensive. Opération Mars et Jupiter, combinées à Uranus, Saturne et Petit Saturne, sur un énorme front qui permit l'encerclement de 2 millions de soldats de la Wehrmacht, de leurs officiers réduits à capituler. Cette bataille est un symbole de l'art opératif inventé par les soviétiques. Et pour cause. Un État nouveau, en ayant fini avec l'exploitation, signifiait théorie et pratique nouvelles dans tous les domaines. Tandis que la Wehrmacht reste logiquement coincée au XIXe siècle, l'armée rouge rompt avec le XIXe siècle. Elle ne voit plus les opérations comme une succession de combats victorieux échelonnés dans le temps, mais comme une combinaison d'activités militaires de nature variée, tactique avec les combats, etc., artillerie, manœuvres, mais également flux logistique, renseignement, désinformation, commandement et contrôle des troupes, reconstitution des stocks, production. L'ensemble distribué à la fois dans l'espace et le temps, et dont la réussite ponctuelle importe moins que les possibilités stratégiques qu'elle crée. C'est ainsi à l'aune des perspectives stratégiques qu'elle ouvre que se juge la valeur d'une opération, plutôt qu'à celle de ses réussites militaires à stricto sensu. Les communistes marxistes-léninistes reconnaîtront le même sujet de subordination des tactiques à la stratégie dans les luttes politiques pour le pouvoir. La victoire héroïque de Stalingrad signifiait la fin du mythe de l'invincibilité allemande. Tous les peuples du monde qui suivaient ces événements reprirent espoir en la fin inéluctable de la bête fasciste. Le sort de la Seconde Guerre mondiale s'est bien joué à Stalingrad et non sur les plages de Normandie,
comme voudraient le montrer les falsificateurs de l'histoire réécrite à des fins de propagande. Rappelons que 90% des divisions allemandes se battaient contre l'URSS. Après la victoire à Stalingrad, la mer Rouge passa à l'offensive sur l'immense étendue du front, 1 millier de kilomètres. Fin avril 1945, les troupes de l'armée rouge entraînent en Berlin. La victoire sur le fascisme est symbolisée par le drapeau rouge planté sur le Reichstag par le soldat Jegorov. Le 9 mai, tout combat avait cessé, la bête immonde était vaincue. Mais sa source, le capitalisme, était toujours là. L'humanité a une dette éternelle envers les combattants soviétiques. 25 millions d'entre eux tombèrent au front ou victimes de la politique de génocide des nazis. Cette victoire arrachée au prix d'immenses souffrances constitue un dur baptême du feu pour le régime socialiste, qui montra au monde entier le profond soutien dont il jouissait dans l'ensemble des peuples de l'URSS. C'est précisément le socialisme qui permit l'industrialisation rapide, l'enthousiasme au travail, l'héroïsme au front et à l'arrière, le transfert des usines entières à l'est des combats, la production incessante d'armes et de haute technologie. La victoire est due aussi à la juste stratégie du Parti communiste et à l'éducation patriotique et révolutionnaire qui animait le peuple soviétique. Le parti forgea une puissante armée rouge éduquée dans l'aptitude au combat, dans l'internationalisme prolétarien. Tous les membres de la société étaient tournés et éduqués à prendre des décisions par eux-mêmes, à être des acteurs de la vie, à faire des choix, y compris tactiques ou stratégiques. Et dans des jeux comme les échecs, dont les soviétiques sont devenus des passionnés et des experts bien connus. La solution de la question nationale permit aussi l'émergence du patriotisme soviétique dans toutes les républiques sœurs. Un symbole du matériel qui vainquit le fascisme est sorti des usines socialistes. Je ferai une petite parenthèse, mais je la fais. C'est le T-34. Le T-34 fut le meilleur char de combat soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs soviétiques améliorèrent en permanence les processus de fabrication, permettant une production en très grande série, et cela dans des conditions très difficiles. Donc je vais prendre comme exemple, à titre d'exemple, en 1943, 3700 heures de travail étaient nécessaires pour fabriquer un char T-34, contre 8000 en 1941. C'est presque un tiers, 66% de baisse, ou la moitié, si vous voulez, de temps de travail nécessaire à la fabrication du char. Et en 1942, il y avait 25 000 blindés produits en URSS, contre près de 9 000 en Allemagne. En 1944, environ 30 000 blindés sortirent des usines soviétiques. Bref, 100 000 blindés sortis entre 1941 et 1945. C'est un exploit de l'économie socialiste, planifiée, malgré l'invasion nazie. Mon dernier point portera sur les conséquences mondiales de la victoire de l'armée rouge. La victoire a joué un rôle très important dans l'existence de la jeune URSS. Elle a vérifié la solidité du régime socialiste. Le socialisme a permis l'héroïsme au travail et au front de millions de soviétiques. Mais cette guerre a engendré des phénomènes aux conséquences négatives en regard des problèmes de l'édification du socialisme. L'invasion fasciste a entraîné la destruction de 2000 villes, 70 000 villages, 32 000 établissements industriels, 40 000 hôpitaux, 85 000 écoles, ainsi que 60 000 kilomètres de voies de chemin de fer. Sur la partie occupée par les fascistes allemands, le capitalisme a été restauré de fait par l'occupant. Les usines tournaient pour les profits des monopolistes allemands, avec des ouvriers esclaves. Les kolkhozes, mais tenus formellement, fonctionnaient comme fournisseurs des armées du Troisième Reich, mais aussi sur l'intérêt personnel, privé des paysans. Deuxièmement, la propagande fasciste visait à semer la discorde, la haine entre les nationalités, avec un fort contenu russophobe, et s'appuyait sur certains peuples minoritaires et particularistes, allemands de la Volga, tchétchènes influencés par l'intégrisme islamiste, etc., pays baltes. Le nationalisme bourgeois fut ainsi réactivé dans certaines couches sociales. Troisièmement, la politique de front uni national et international contre le fascisme, menée par le parti bolchevique, a été comprise comme la paix des classes, tant intérieures qu'extérieures, par certains secteurs de la société soviétique, principalement les débris de la bourgeoisie et les petites bourgeoisies,
les intellectuels, les religieux, les milieux influencés par le sionisme. Ces mêmes secteurs étaient porteurs d'une alliance de longue durée avec l'impérialisme américain. Le parti communiste bolchevique paya un lourd tribut à la guerre. 6 millions de communistes tombèrent au combat. Fidèles au mot d'ordre, les communistes en première ligne, soit plus que le nombre d'adhérents avant-guerre, ce qui affaiblit incontestablement la qualité des rangs du parti. Les nouveaux membres étaient dévoués à la patrie soviétique, mais moins éduqués idéologiquement et politiquement. La classe ouvrière perdit des millions de membres au combat. Il fallut attendre 1950 pour que le prolétariat retrouve la même hauteur quantitative qu'en 1940. Et les nouveaux ouvriers d'origine paysanne étaient moins avancés politiquement. Sixièmement, les succès colossaux obtenus dans la guerre antifasciste, la progression de la révolution mondiale avec la formation d'un camp orienté vers la construction du socialisme dans le tiers de l'humanité, engendrèrent chez certains cadres le vertige des succès et la perte de vigilance. En effet, une autre conséquence des victoires de l'armée rouge et sa présence dans les pays libérés est d'avoir permis les conditions de la lutte des classes pour la formation d'une troisième forme de dictature du prolétariat, des démocraties populaires. Dans les pays qui devinrent des démocraties populaires, la résistance fut assez forte pour, en liaison avec l'armée rouge, résoudre la tâche d'insurrection nationale et populaire, pour vaincre le fascisme et ses agents. La violence révolutionnaire des forces démocratiques populaires était la réponse à la violence déchaînée par le fascisme pendant les dures années d'occupation. La question des luttes de classe conduisant aux démocraties populaires est d'autant plus décisive que le révisionnisme moderne a prospéré sur son interprétation opportuniste, a fondé sa voie parlementaire au socialisme, a prôné l'union avec la social-démocratie, en osant se réclamer de la tactique de la démocratie populaire. En effet, le fascisme, négateur de tous les droits démocratiques, conquis par les travailleurs et dans les États capitalistes, allait engendrer contradictoirement des aspirations croissantes à la démocratie. Aspiration, mais aussi illusion. Non, c'est la illusion. Aspiration, mais aussi illusion. Si les anticorps contre le révisionnisme ne sont pas vivaces, car l'opportunisme a vite fait de considérer que seul le fascisme est synonyme de violence de classe. Les opportunistes ont conclu que la démocratie est le régime où l'État devient un lieu d'arbitrage entre les classes. Le crétinisme parlementaire s'avère une retombée logique de ces illusions et de la voie parlementaire et pacifique prônée par le 20e congrès révisionniste khrouchtchevien du PCUS en 1956. Les partis communistes armés de la théorie marxiste de l'État, marxiste-léniniste de l'État, relièrent les tâches démocratiques à l'épuration. L'État démocratique à l'épuration de l'appareil d'État sous forme d'un processus beaucoup plus long qu'en octobre 1917 dans les démocraties populaires, mais approprié aux conditions de l'époque. Sur la base des succès de ces insurrections nationales, furent formés des gouvernements de coalition, mais où les communistes jouèrent soit le rôle directeur, soit furent à mesure de le jouer ultérieurement. L'édification des démocraties populaires s'est déroulée donc dans une atmosphère de lutte de classe exacerbée, contrairement au dire de Khrouchtchev. La première phase de la révolution ne fut pas pacifique, et il ne pouvait en être autrement. En France, par exemple, certains dirigeants du PCF, en 1945 et 1947, eurent tort d'analyser la France comme si elle était une démocratie populaire en gestation. Là aussi, faisait défaut l'analyse de classe de l'État, qui restait aux mains des monopoles dans la France d'après-guerre. En France, le PCF, malgré une situation instable, ne fut jamais en position d'hégémonie dans les luttes de classe, en lien avec les comités populaires à la base. Dans les futures démocraties populaires, l'armée rouge, qui avait contribué à libérer ces pays, jouait ce rôle d'allié de classe du prolétariat des travailleurs, alors qu'en France, c'est même l'armée états-unienne qui stationnait dans le pays. Lorsque Dimitrov évoque dans son pays l'utilisation du Parlement pour aller au socialisme, c'est sur la base d'un nouvel état de démocratie populaire et de l'hégémonie du prolétariat, appuyé par les troupes soviétiques. Quand Thorez évoque la même chose pour la France,
la théorie marxiste de l'État est ignorée et même révisée. Je crois que je vais un peu abréger pour laisser place au débat cette partie. Mais on voit bien que l'étude de l'armée rouge nous amène à l'étude du développement des luttes de classe. Les questions portées, les leçons à tirer sont donc contemporaines, jusque dans notre politique communiste, tactique et stratégique d'aujourd'hui, mais y compris notre politique des tâches vis-à-vis de l'armée et de l'armée que nous bâtirons en même temps que notre État prolétarien après la Révolution. Bon, vous serez soulagé que j'aborde pas ces questions-là maintenant. Le contexte contemporain des luttes de classe a bien été abordé par nos camarades du Parti communiste de Grèce, mais aussi du Parti communiste des travailleurs d'Espagne et du Parti communiste néerlandais. Vive la Palestine, vive l'armée rouge, vive la résistance et les partisans, vive l'URSS et tous ces combattants qui ont sauvé l'humanité. Nous sommes tous leurs continuateurs. Vive le socialisme-communisme.